Avant de commencer, cette vidéo est en fait plusieurs vidéos sur la même thématique, Montréal, l'équivalent de toutes les vidéos que j'aurais dû faire en 4 ans mais que j'ai jamais fait. Je vous encourage fortement à tout voir d'un coup, mais on a respectivement une Q&A, un apartment tour, l'histoire du Québec en 5 minutes et un wrap-up de tous mes souvenirs à Montréal. Bon, voilà, servez-vous un thé parce que ça dure 20 minutes. Bonjour, cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, elle va parler de Montréal, du Canada. Ah oui, et avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec NordVPN, merci à eux de soutenir mes créations. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Je vis au Canada depuis 2015, et la dernière fois que j'ai parlé de Montréal, c'était encore un peu cringy. C'est sûrement déjà, mais depuis quelques temps, j'ai déménagé à Montréal. Depuis, j'ai un peu changé, facialement, beaucoup dans la tête aussi, et la vérité, c'est qu'il me reste plus beaucoup de temps dans cette magnifique ville. Il était temps donc pour moi de wrap up un peu toutes ces choses qui se sont passées ici, et puis aussi de pouvoir vous en parler réellement d'une manière intelligente sur cette chaîne YouTube. Cette vidéo est un véritable kit pour un étudiant qui souhaiterait venir s'installer à Montréal, ou alors tout simplement à une personne qui est hype par cette ville, et c'est tout à fait correct, puisque Montréal est une ville géniale, vous allez le voir au cours de cette vidéo. Enfin, j'espère que je vais réussir à faire passer ce message en tout cas. Bon, voilà, mais avant de commencer cette vidéo, merci à NordVPN, et je suis super content d'avoir ce partenariat avec eux, déjà parce que je suis moi-même utilisateur de NordVPN. Peut-être que vous savez pas nécessairement ce que c'est un VPN. Un VPN, c'est littéralement Virtual Private Network, c'est un réseau privé. Et ce que vous permet de faire NordVPN notamment, c'est de contourner les géorestrictions. En gros, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous arrivez sur un site de streaming en ligne et vous pouvez pas regarder. C'est là que NordVPN intervient, vous avez NordVPN, vous passez à côté des restrictions. NordVPN peut être aussi extrêmement utile pour surfer en toute sécurité dans les aéroports, dans les gares, bref, des réseaux qui sont pas nécessairement ultra protégés. Autre exemple pratique, NordVPN vous permet d'avoir accès à tous les contenus Netflix qui sont pas accessibles depuis votre pays. Si jamais NordVPN vous intéresse, les informations sont juste en bas. Et pour toute souscription à l'offre de 3 ans, vous recevrez un mois supplémentaire gratuit, mais aussi un cadeau spécial en vous rendant sur nordvpn.com/fildecity. Le code s'affiche à l'écran. Voilà. De mon côté, je vous laisse là-dessus pour la vidéo probablement la plus importante de ma vie. Bon, c'est parti pour la Q&A. Montréal, c'est une ville qui est extrêmement bienveillante. C'est une ville où il fait bon étudier, où il fait bon vivre. Le climat est pas toujours hyper sympa avec nous, mais on finit par s'y faire. Le coût d'une année étudiante, ça dépend évidemment de où tu vas décider d'étudier. Si tu étudies à HEC Montréal, si tu étudies à Polytechnique, à McGill, à Concordia, le coût va évidemment varier. Maintenant, mais par contre, si vous prévoyez d'étudier dans un domaine qui serait gratuit à la fac en France, nécessairement ici ça va être payant. Ici, une année universitaire va coûter entre 6 et 8 000 euros. Au niveau du logement, c'est clair que ça coûte moins cher qu'à Paris. Encore que dans certains quartiers, les prix commencent à exploser, comme le Plateau, je pense, par exemple. Le coût de la vie ici est globalement à peu près similaire. Mais évidemment, il faut rajouter les billets pour pouvoir rentrer en France ou dans votre pays d'origine. En ce qui concerne maintenant les meubles, les logements étudiants, moi je vous conseille, il y a 1 milliard de groupes Facebook. Il y a tellement d'immigrants et de personnes du monde entier ici dans cette ville et qui ne sont pas nés au Québec, qu'il y a énormément d'aide comme ça sur les réseaux sociaux. Donc il y a des groupes Facebook comme PVTiste, Logement à louer sur Montréal, etc. qui vont vous aider à pouvoir trouver un logement. Par contre, c'est clair que c'est l'offre et la demande et trouver un logement à Montréal, c'est pas très simple. Maintenant au niveau des meubles, pour les gens qui restent 4 ans, c'est très facile à les récupérer encore une fois sur des groupes Facebook, sur le bon coin d'ici qui s'appelle Kijiji, des meubles de personnes qui tentent à partir. Concernant l'entrepreneuriat et le monde start-up, Montréal n'est pas encore à son apogée, elle est en croissance dans ce domaine, ça monte un peu de partout. Certains disent que c'est la Silicon Valley nord-américaine de l'intelligence artificielle. Moi je pense que c'est encore mitigé. Il y a eu un boom en termes d'incubateurs, énormément de programmes qui se sont construits. Qui plus est, ici vous êtes en Amérique du Nord, donc les gens ont vachement cette fibre entrepreneuriale. Maintenant le Québec pour entreprendre, très certainement dans certaines sphères, pas dans toutes encore. Attends, je vais quand même noter un truc, c'est que si vous êtes un immigrant et que vous voulez vous lancer en affaires ici, il y a à peu près autant d'aides qui vous sont accordées qu'à un Québécois. Je m'explique, ici j'ai eu aucun problème à choper des subventions publiques, des bourses, etc. alors que je ne suis même pas encore canadien. Ok, on va dire que c'est pas mal.
Pour ce qui est des études, moi je vous conseillerais de commencer vos études à Montréal. Montréal, encore une fois, c'est une super ville étudiante pour se découvrir, pour se faire des potes de plein de nationalités, de plein de cultures différentes. Et puis à la fois, vous ne serez pas 100% perdu parce que comme encore une fois, c'est une ville avec beaucoup d'immigration, bah, c'est facile de retrouver des personnes qui viennent de son pays, quoi. Particulièrement quand vous êtes français. Les 3 trucs que je préfère à Montréal. En premier, je dirais la vibe. Il y a une atmosphère qui est tellement différente ici. Un peu un sentiment de casseur de code. Une vraie fibre artistique, entrepreneuriale, encore une fois, qui se dégage ici. C'est très particulier, il faut le vivre pour le comprendre. Ensuite, au niveau du relationnel avec les gens ici sont, c'est pas un mythe, extrêmement accueillant, très bienveillant. Il y a une relation élève-professeur à l'université qui est extraordinairement cool. Et troisièmement, je dirais les choses à faire. Ici, tu t'ennuies pas une seule seconde. Il y a 1 milliard d'événements constamment. Maintenant, pour les 3 trucs que je n'aime pas aussi, bon déjà le froid, même si on commence à s'y habituer, et avec le réchauffement climatique, malheureusement, il est moins intense que les autres années. Maintenant, l'hiver reste quand même particulièrement long. On a des vraies saisons ici. On a un hiver de 5 mois. En deuxième, je dirais la bouffe parce que la poutine c'est très bien, mais il n'y a pas vraiment pas des très bons produits ici. Il n'y a pas une culture, ou alors il faut payer extrêmement cher. Je trouve qu'en Europe on est quand même mieux servi en termes de nourriture à bas coût. En troisième, je dirais peut-être le manque d'authenticité parfois qu'on peut retrouver dans l'ambiance nord-américaine. C'est pas spécifique aux Québécois, mais voilà, c'est un manque de franc-parler. En France, on nous reproche souvent d'être extrêmement incisif. Bah, après 5 ans au Québec, c'est vrai que parfois c'est un peu lourd de toujours devoir bien paraître et complimenter, même quand parfois c'est pas bon. Je pense que mon école HEC Montréal est une très très bonne école. Moi, c'était un très bon choix pour moi juste après mes études. Ça dure 4 ans, donc j'ai fait une prépa, 3 ans d'école. C'est un bac plus 4. Alors ce qui est un peu emmerdant quand même, c'est que c'est basé sur le modèle nord-américain, qu'on ressort avec un bachelor. Sauf qu'un bac en France, j'ai l'impression que ça vaut pas grand chose. Donc soit vous restez ici et vous faites votre vie, soit vous complétez avec un master en Europe, et moi c'est ce que je m'apprête à faire. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait... Ah non, il y a une dernière question. Mon 15 mètres carrés montréalais, petit, dans le quartier Côte des Neiges à Montréal, grand quartier d'immigration, très bien, mais surtout quartier universitaire, extrêmement pratique. Venez, je vous fais visiter. J'ai mis vachement de temps à trouver cet endroit parce que avant, déjà je vivais chez mes parents, mais surtout j'ai eu un appartement avec des copains pendant 1 an. C'était génial, on faisait énormément la fête. Il y avait 2 énormes terrasses, donc bien plus grand qu'ici. Mais le truc, c'est que c'était un peu comment dire, creepy, un peu crado, je pense. On peut même carrément dire ça. Du coup, j'ai eu envie de me poser dans un endroit un peu plus mature, un peu plus tranquille. Et voilà. Bon là tu vois, il y a des objets qui sont un peu ridicules. Ça par exemple, c'est un guitare lélé. Ça a 6 cordes, je l'ai acheté au Japon. Apparemment c'est uniquement japonais. Et je n'ai jamais su en jouer puisqu'il n'y a aucun manuel en fait dans notre alphabet pour apprendre à jouer du guitare lélé. Donc c'est condamné à rester là, accroché à ce mur et à ne servir qu'à décorer. Bon, ce qui est pas mal avec cet appartement, c'est que la cuisine est à la fois le bureau, la chambre, la salle à manger, et là, une salle de bain. Alors, me demandez pas pourquoi elle est ici, mais elle est ici. La tradition, c'est qu'ici, dès que j'ai quelqu'un qui vient, je le prends en photo, donc... Oh, vous allez carrément être en contre-jour. Mais c'est pas grave, au moins vous serez sur mon mur. Ah, ici, c'est mon bureau, c'est là où je bosse. Alors, je bosse pas vraiment parce qu'en fait, le truc est un peu bancal. Donc du coup ça me sert exclusivement à faire du montage pour tout ce qui est start-up, etc. Maintenant on bosse dans des open space différents. Et puis tout ce qui est cours, je préfère bosser ça à la bibliothèque. Bon, en tout cas, dès que j'ai un peu de montage à faire, donc relativement peu souvent, c'est ici que ça se passe. Les liaisons dangereuses, on a plus actuel, le Lambeau. Plutôt pas mal le Lambeau à lire. Un bon conseil littérature. Voilà, je n'ai pas de télévision, donc en général, avec mes amis, on se met là, on boit des bières, et puis on regarde dans le vide. C'est pas vrai, en général, on mate plutôt Netflix sur ordinateur que sur la télé. Puis la télé au Québec n'est pas d'une si bonne qualité que ça. Je crois que je vais me faire frapper par le caméraman, mais il est d'accord. Le devoir, ça c'est complètement fake, je l'ai acheté hier, c'était un accessoire de vidéo, mais c'est daté du jeudi 5 mars, et j'aime faire croire que je lis la presse.
Voilà, c'était mon apartment tour, j'en avais jamais fait de ma vie. Écoutez, je sais pas si ça vous a beaucoup apporté de voir où est-ce que je vivais, mais je peux trouver ça intéressant plus ou moins pour que vous fassiez une idée un peu de ce qu'on peut avoir à un certain prix à Montréal en tout cas. Ici, la trace de votre passage sera à tout jamais gravée sur cette photo. Merci Heidi, c'était vraiment sympathique. Bientôt. Bon, je vais m'apprêter à faire un exercice difficile puisque je vais essayer de raconter l'histoire d'un peuple en essayant de rester très court, concis, tout en restant divertissant sans m'accaparer un accent qui n'est pas le mien. Bon, déjà, les premiers habitants ici au Québec sont les Amérindiens. C'est des Indiens, mais d'Amérique du coup. Ce sont principalement des chasseurs, ils sont divisés en 3 groupes avec des noms pas possibles. On a les Iroquoiens, les Inuits et les Algonquiens. Bon, déjà, pas évident pour eux. Et ils vont rester comme ça pendant plusieurs années sans avoir particulièrement de la visite. Et un jour, Jacques Cartier, qui passait par là entre la découverte d'un nouveau continent et une partie de pêche, passe leur dire bonjour. Finalement, Jacques et ses copains décident de rester, parce que le territoire est sympa, même si ça caille un peu. Les mecs essayent de fonder une colonie, en vain pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce que finalement, un mec, Samuel de Champlain, en 1608, fonde la ville de Québec. Yes. Beau gosse. Bon, pendant ce temps-là, l'église en Europe est persuadée que c'est la fin du monde, et se dit, tiens, ce serait peut-être intéressant d'envoyer des missionnaires pour évangéliser tout ce petit monde sur cette nouvelle terre. Et c'est comme ça qu'en 1615, la première messe est célébrée sur l'île de Montréal. Sauf que ces colons sont pas du tout habitués à ce climat, la culture des terres devient impossible et le commerce de fourrure devient très vite paralysé. Alors, en 1663, Louis XIV, Roi Soleil, King of the King, décide de prendre les choses en main. Il va décréter 2 choses. La première, c'est que la Nouvelle-France deviendra désormais une colonie royale, administrée par un gouverneur et un conseil souverain. Et la deuxième, c'est de peupler cette nouvelle terre, alors encore majoritairement peuplée par des hommes. Le Roi Soleil envoie alors des filles à marier, appelées filles du roi. Ce sont 1000 orphelines, pauvres pour la plupart, envoyées de France vers le nouveau continent. 100 ans passent, on est en 1750 et yes, on recense désormais 60 000 habitants en Nouvelle-France. Sauf que les 13 colonies britanniques, nos chers voisins du Sud, futurs États-Unis d'Amérique, sont désormais plus d'1 million. Comme les guerres franco-anglaises qui ont lieu en Europe se prolongent sur le continent nord-américain à travers les colonies, le déséquilibre commence à se faire sentir. Et la guerre de 7 ans est fatale pour la Nouvelle-France. Le 10 février 1763, le traité de Paris stipule que le territoire est désormais british. Yes. Nouvel objectif alors pour les Anglais, angliciser tout ce petit monde de la vallée du Saint-Laurent. Mais le gouvernement de Londres n'est pas en position de force. En effet, de 1775 à 1783 aura lieu la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et ils sont pas franchement chauds pour que la province de Québec participe à ce soulèvement. Alors, on signe l'acte constitutionnel de 1791. Désormais, il y aura le Haut-Canada, grosso modo l'Ontario actuel, et le Bas-Canada, où vivent les francophones. Le Bas-Canada conserve les lois françaises, désormais sera dirigé par l'élite et le clergé, mais surtout est techniquement indépendant. Sauf que ça continue de se castagner, alors en 1840, CTRL-Z. On réunit alors les 2 colonies, le Haut et le Bas-Canada, en Canada uni, dont l'unique langue officielle sera pendant 8 ans l'anglais. L'Église prend de plus en plus de place au Canada, et l'arrivée d'Irlandais catholiques à la même période renforce sa position. Mais truc stylé, au moins, l'Église permet de créer des universités. Petit à petit, le Québec se modernise grâce à l'émergence de riches capitalistes anglophones venus à Montréal construire des chemins de fer. On avance un peu. Au début du siècle dernier se pose la question de la participation ou non du Canada à la Première Guerre mondiale. Au même moment, une période de chômage sans précédent frappe le Canada et c'est aussi enfin le début de la remise en cause de l'influence de l'Église. Nota bene, tous les sacres québécois qu'on aime imiter en France, tabarnak, calice, hostie, viennent de cette histoire entre le peuple québécois et l'influence de cette Église. Dans les années 40, on a le droit de vote des femmes et l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans ici. Le Québec commence alors tranquillement une modernisation sociale qui fera monter progressivement la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, comme son nom l'indique, est tranquille. En gros, c'est un ensemble de réformes économiques, sociales, politiques qui ont pour objectif de moderniser le Québec, tout ça dans un élan d'affirmation nationaliste. Vous vous souvenez de mes riches anglophones arrivés un peu plus tôt ? Eh bien, jusqu'en 1961, un francophone à Montréal gagne environ 40% de moins qu'un anglophone. Et ça, pour le peuple québécois, ça commence à plus devenir possible. Le libéral Jean Lesage multiplie les dépenses publiques par 20. L'objectif de cet étatisme, redonner du pouvoir aux francophones. En 1967, il y a l'Expo universelle. C'est beau, c'est chouette, c'est sympa, mais c'est surtout l'occasion pour Montréal de s'ouvrir à l'international et d'être reconnu comme tel. Au même moment, l'Église décline et les Canadiens français se définissent de plus en plus comme des Québécois. Cette année-là, un homme, à l'hôtel de ville de Montréal, lancera un cri
qui sera entendu du monde entier. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre. Commence alors une question. Faut-il donner ou non son indépendance au Québec? Un premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, scande que non. C'est le néo-nationalisme canadien porté par le père de Justin Trudeau. En 1980, René Lévesque, homme politique québécois, organise un référendum. Mais une majorité de Québécois rejette l'indépendance. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. L'expérience est renouvelée par Jacques Parizeau en 1995, nouveau chef du Parti québécois, fièrement indépendantiste, mais à nouveau, c'est le nom qui l'emporte. Cet élan d'indépendance fait peur et beaucoup d'entreprises internationales déménagent leur siège vers Toronto. À l'aube des années 2000, malgré une forte identité culturelle, les Québécois ne veulent pas trop s'éloigner de l'Amérique anglo-saxonne. Le Québec demeure encore un ovni sur le continent nord-américain, une province francophone au territoire gigantesque, aux 8 millions d'habitants, à la culture unique et à la population changeante. Et au Canada, c'est le multiculturalisme qui prône. L'État valorise et reconnaît officiellement les différentes pratiques et identités distinctives des immigrants. Et c'est dans ce contexte que je suis arrivé à Montréal en 2015. Bonjour, je m'apprête à remater toutes les vidéos enregistrées depuis mon arrivée en été 2015 à Montréal. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans et je vais bientôt avoir 23 ans. Voilà, pour l'histoire. Et donc je pense que le temps a fait son affaire, nous a rendus plus gros, plus, plus compliqué en tout cas à assumer devant une caméra. J'espère que certains de mes amis m'en voudront pas trop de s'afficher dans des périodes soit pas bien, soit mieux. J'ai un endroit dans mon appart où je stocke tout. Ça c'est Olive par exemple, toujours à son habitude. Bon. L'initiative du projet Flip a duré pendant 1 an et demi, j'ai pris ça en mars 2019. Non, j'ai pas envie de perdre ma meilleure pote.